Il existe un schéma dans l'histoire financière qui a détruit l'épargne de millions de personnes au cours des 15 dernières années. Et en ce moment même, en 2025, le cadre juridique est en place pour que cela se produise aux États-Unis. En 2013, Chypre s'est réveillé un matin pour découvrir ses banques fermées. Lorsqu'elles ont rouvert, 47% des dépôts supérieurs à 100 000 € avaient tout simplement disparu. Saisis, pas volés, légalement confisqués par le gouvernement pour sauver des banques en faillite. En 2015, la Grèce a imposé des contrôles de capitaux. Les citoyens ne pouvaient retirer que 60 € par jour de leur propre compte. C'était tout. Votre argent était piégé. Vous ne pouviez pas y accéder. Vous ne pouviez pas le transférer. Vous ne pouviez pas quitter le pays avec pendant des mois. Et en 2019, les banques libanaises ont gelé tous les comptes. Des personnes qui possédaient des millions en épargne ne pouvaient retirer plus de 200 $ par semaine. Cette restriction est toujours en vigueur aujourd'hui, 6 ans plus tard. Leur argent a disparu, piégé dans un système défaillant. 3 fois. 3 nations développées. 3 moments où les gouvernements ont légalement pris l'argent des déposants. Pas par l'impôt, pas par l'inflation. Directement depuis les comptes bancaires. Et voici ce qui devrait vous terrifier. Le mécanisme légal pour faire cela aux États-Unis existe déjà. Il a été créé en 2010 avec la loi Dodd-Frank. On l'appelle l'autorité de Bayes. Et lorsque la prochaine crise bancaire frappera, et elle arrive, vos dépôts seront la première ligne de défense. Pas l'argent du gouvernement, pas les prêts de la réserve fédérale. Votre argent. Voici l'histoire de comment les gouvernements modernes saisissent les dépôts bancaires, pourquoi la loi le permet, et pourquoi votre épargne n'est pas aussi sûre que vous le pensez. Avant d'examiner ce schéma, vous devez comprendre ce qu'est réellement un bail-in et pourquoi c'est différent de tout ce qui a existé auparavant. En 2008, lorsque les banques ont fait faillite, les gouvernements les ont renflouées. Argent des contribuables, monnaie imprimée, prêts d'urgence. Les pertes des banques ont été transférées au public. Et les gens étaient furieux. Trop grande pour faire faillite et devenue trop grande pour être sauvée. La réaction politique a été énorme. Alors en 2010, les gouvernements aux États-Unis et en Europe ont adopté de nouvelles lois. La raison officielle était de prévenir les futurs renflouements. Les banques devraient faire faillite si elles font de mauvais paris. Plus de sauvetage par les contribuables. Ça semble bien, non? Mais voilà le piège. Quand une banque fait faillite, quelqu'un doit assumer les pertes. Les actionnaires perdent en premier, évidemment. Puis les détenteurs d'obligations. Mais si ce n'est pas suffisant, si les pertes sont plus importantes que les capitaux propres et les obligations combinées, qui est le suivant? Les déposants. Les gens qui pensaient que leur argent était en sécurité à la banque. C'est ça, un bail-in. Au lieu que le gouvernement renfloue la banque avec l'argent des contribuables, la banque se renfloue elle-même en prenant l'argent des déposants. Votre épargne devient le capital de la banque du jour au lendemain. Sans avertissement, sans votre consentement. C'est légal, c'est dans la loi. Et c'est déjà arrivé 3 fois. Commençons par la première fois que le monde a vu cela en action. Chypre, mars 2013. C'est le modèle. Chypre est une petite nation insulaire en Méditerranée. Environ 1-2 millions d'habitants. Elle fait partie de l'Union européenne et utilise l'euro. Dans les années 2000, Chypre est devenue un centre bancaire. Oligarques russes, entreprises européennes, personnes fortunées, tous ont placé leur argent dans les banques chypriotes. Pourquoi? Faible impôt, secret bancaire, accès à la zone euro. En 2012, le secteur bancaire chypriote détenait des actifs équivalents à 800% du PIB du pays, 8 fois. Les 2 plus grandes banques, Bank of Cyprus et Laiki Bank, étaient devenues trop grandes, bien trop grandes, et elles avaient fait de mauvais investissements. Elles avaient acheté des obligations d'État grec. Beaucoup d'obligations. Les obligations grecques payaient des taux d'intérêt élevés, 10 à 12%. Alors les banques chypriotes s'en sont gavées. Mais lorsque la Grèce a connu sa crise de la dette en 2010 à 2012, ses obligations se sont effondrées. La Grèce a restructuré sa dette. Les détenteurs d'obligations ont subi des pertes de 50 à 70%.
et les banques chypriotes détenant des milliards en obligations grecques sont soudainement devenues insolvables. Elles avaient perdu plus que leur capital. Elles étaient en faillite, mais elles sont restées ouvertes parce que tout le monde faisait semblant que les pertes n'étaient pas réelles. Mark to market. Pas si cela signifie admettre l'échec. Puis au début de 2013, la comédie a pris fin. Les banques avaient besoin d'un renflouement. 10 milliards de dollars pour se recapitaliser. Mais le PIB total de Chypre n'était que de 18 milliards. Le gouvernement ne pouvait pas se le permettre. Alors Chypre s'est tourné vers l'Union européenne et le FMI pour obtenir de l'aide. Et l'UE a dit « Oui, nous fournirons des fonds, mais à une condition. Vous devez faire un buy-in sur les déposants. » Le 6 mars 2013, les banques de Chypre ont fermé. C'était un samedi, sans avertissement. Les déposants se sont réveillés pour découvrir les distributeurs automatiques fermés, les agences bancaires verrouillées et une annonce du gouvernement. Une taxe, ont-ils appelé ça. Un prélèvement de stabilité ponctuel sur tous les dépôts bancaires. Les banques ont rouvert le 28 mars, près de 2 semaines plus tard, mais avec des contrôles de capitaux. Vous ne pouviez pas transférer d'argent hors de Chypre. Avançons de 2 ans. Grèce était 2015. En 2015, la Grèce était profondément enlisée dans sa crise de la dette. 5 ans d'austérité. Le PIB en baisse de 25%. Un taux de chômage de 25%. Et ils ne pouvaient toujours pas payer leurs dettes. En juin 2015, les négociations avec l'UE et le FMI ont échoué. La Grèce était sur le point de faire défaut. Et les Grecs savaient ce qui allait arriver. Ils avaient vu Chypre. Si la Grèce faisait défaut, les banques s'effondreraient. Et si les banques s'effondraient, les dépôts seraient saisis. Alors les Grecs ont commencé à retirer leur argent. En une semaine, du 15 au 22 juin, 8 milliards d'euros ont quitté les banques grecques. Les ruées bancaires ont commencé. Les banques saignaient de liquidités. Et si cela continuait, elles seraient à sec. Le 28 juin 2015, le Premier ministre grec est passé à la télévision. Il a annoncé un référendum sur l'accord de renflouement. Et il a annoncé que les banques fermeraient le lendemain. Pour une semaine, a-t-il dit. Les banques ont fermé le 29 juin. Elles n'ont pas complètement rouvert avant 3 semaines. Et quand elles l'ont fait, des contrôles de capitaux étaient en place. Les restrictions étaient sévères. Les Grecs pouvaient retirer 60 € par jour aux distributeurs. C'était tout. 60 €, environ 65 $ à l'époque. Si vous deviez acheter de la nourriture, payer un loyer, acheter des médicaments, vous aviez 60 € par jour. Les retraités qui n'avaient pas de carte bancaire pouvaient retirer 120 € par semaine, une fois par semaine, dans une agence. Imaginez avoir 75 ans, faire la queue pendant des heures sous la chaleur estivale pour obtenir 120 € pour vivre pendant une semaine. C'était la réalité. Les virements à l'étranger étaient interdits. Vous ne pouviez pas payer les fournisseurs internationaux. Les entreprises ne pouvaient pas importer de marchandises. Vous ne pouviez pas envoyer d'argent à votre famille vivant à l'étranger. L'économie fonctionnait uniquement en espèces. Et il n'y avait pas assez d'espèces. La Grèce n'a pas fait de bail-in comme Chypre. Ils n'ont pas saisi un pourcentage des dépôts. Mais ils ont fait quelque chose de sans doute pire. Ils ont piégé l'argent, l'ont rendu inutilisable. Si vous ne pouvez pas accéder à votre épargne, si vous ne pouvez pas utiliser plus de 60 € par jour, avez-vous vraiment cet argent? En termes pratiques, il a été confisqué. Vous pouvez voir le chiffre sur votre compte, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Il est piégé. Les contrôles de capitaux ont duré officiellement jusqu'en 2019. 4 ans. Et même quand ils ont été levés, les Grecs avaient appris la leçon. Ne faites pas confiance aux banques. Ne gardez pas votre argent dans les banques grecques. Aujourd'hui, les Grecs gardent des espèces à la maison, sous les matelas, dans des coffres, ou ils les déplacent à l'étranger s'ils le peuvent. Les dépôts bancaires en Grèce sont toujours inférieurs au niveau de 2009. 16 ans plus tard. Parce qu'une fois la confiance brisée, elle ne se rétablit jamais complètement. La leçon de la Grèce, même sans bail-in, les gouvernements peuvent piéger votre argent avec des contrôles de capitaux,
le rendre inaccessible, le rendre sans valeur en pratique. Et les restrictions peuvent durer des années. Mais Chypre était petite. La Grèce était en difficulté. Être que cela n'arrive qu'aux pays faibles en crise. Le Liban a prouvé que cela peut arriver aussi aux nations à revenus intermédiaires avec des systèmes bancaires établis. Regardons maintenant le Liban. À partir de 2019, c'est toujours en cours. Et c'est être le pire de tous. Le Liban était appelé la Suisse du Moyen-Orient pendant des décennies. Beyrouth était un centre financier. Les banques libanaises étaient considérées comme solides. La livre libanaise était rattachée au dollar américain à 1500 pour $1 depuis 1997. Stable depuis plus de 20 ans. Et le secteur bancaire libanais était énorme. Les actifs bancaires représentaient 400% du PIB en 2019. Mais sous la surface, tout n'était qu'une pyramide de Ponzi. Le gouvernement libanais affichait des déficits massifs, 10 à 15% du PIB annuellement. Il empruntait constamment. Les banques libanaises achetaient les obligations d'État, payant 8 à 12% d'intérêt. Où les banques trouvaient-elles l'argent pour acheter ces obligations? Des déposants. Les Libanais de la diaspora, les travailleurs expatriés, les entreprises locales, tous déposaient de l'argent dans les banques libanaises. Et les banques leur payaient des taux d'intérêt élevés, 6 à 8%. Puis elles prenaient cet argent et l'investissaient dans des obligations d'État payant 10 à 12%. Elles empochaient la différence. Tout allait bien tant que de nouveaux dépôts arrivaient. Mais c'était un schéma de Ponzi. Le gouvernement empruntait pour payer les intérêts sur la dette ancienne. Les banques utilisaient de nouveaux dépôts pour payer les anciens déposants. Et cela fonctionnait pendant des années parce que tout le monde croyait que le système était solide. Puis en 2019, cela s'est arrêté. Les protestations ont éclaté. Le gouvernement était paralysé. Les nouveaux dépôts se sont taris. Les déposants existants ont commencé à retirer de l'argent. Les banques libanaises n'avaient pas de liquidité. Elles avaient des obligations d'État qu'elles ne pouvaient pas vendre. Elles avaient des prêts qui ne seraient pas remboursés avant des années. Mais elles devaient de l'argent liquide maintenant aux déposants. En octobre 2019, les banques libanaises ont informellement gelé les comptes. Pas officiellement, pas légalement. Elles ont juste arrêté de permettre les retraits. Si vous aviez $100 000 à la banque, vous pouviez être retiré $200 par semaine. Être. Si la banque avait des liquidités ce jour-là. Les virements à l'étranger? Oubliez ça. Les transferts entre banques? Presque impossible. Les Libanais appellent cela le haircut. Mais ce n'est pas une coupe. C'est du vol. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, 6 ans plus tard. Si vous avez de l'argent dans une banque libanaise, il est parti, pas légalement confisqué comme à Chypre, pas piégé par des contrôles de capitaux officiels comme en Grèce, juste gelé, indéfiniment. Vous ne pouvez pas l'obtenir. La banque dit qu'elle ne l'a pas. Le gouvernement ne fait rien. Et votre épargne a effectivement disparu. La leçon du Liban. Même sans loi formelle, les banques peuvent simplement refuser de vous donner votre argent. Et il n'y a rien que vous puissiez faire. Alors, quel est le schéma? Qu'est-ce que ces 3 crises nous enseignent sur ce qui arrive ensuite? Il y a 6 étapes. Et chaque crise financière suit ce modèle. Première étape. Levier excessif dans le système bancaire. Les banques prêtent trop. Elles investissent dans des actifs risqués. Elles croissent plus vite que l'économie. À Chypre, les actifs bancaires représentaient 800% du PIB. En Grèce, les banques détenaient des milliards en dette publique. Au Liban, I'm 7% du PIB. Aux États-Unis aujourd'hui, le secteur bancaire détient 23 billions de dollars d'actifs. Le PIB est de 27 billions. C'est près de 85%, et les grandes banques détiennent bien plus. JP Morgan Chase détient à elle seule 7 billions de dollars d'actifs. C'est 14% du PIB. Bank of America, 1 billion. Wells Fargo, 9 billions. Ces banques sont plus grandes qu'elles ne l'étaient en 2008. Deuxième étape, mauvais investissement crée des pertes cachées. Les banques font de mauvais paris. Obligations d'État qui s'effondrent. Prêts immobiliers commerciaux qui ne peuvent pas être remboursés. Actifs toxiques.
mais elles ne reconnaissent pas les pertes. Elles utilisent la comptabilité mark-to-model au lieu de mark-to-market. Elles cachent les pertes dans des notes de bas de page. Elles font semblant que tout va bien. À Chypre, les banques ont fait semblant que les obligations grecques valaient toujours leur prix d'achat. En Grèce, les banques ont fait semblant que les prêts du gouvernement seraient remboursés. Au Liban, les banques ont fait semblant que le schéma de Ponzi durerait éternellement. Aux États-Unis aujourd'hui, les banques régionales ont des milliards en pertes non réalisées sur les obligations. Elles ont des billions en prêts immobiliers commerciaux qui valent bien moins que ce qui est comptabilisé. Mais elles ne le reconnaissent pas encore. Troisième étape, un déclencheur externe expose les pertes. Quelque chose se brise. Une crise de la dette, une hausse des taux d'intérêt, une récession, un effondrement des prix des actifs. Une crise géopolitique provoquant une fuite du dollar. Le déclencheur spécifique n'a pas d'importance. Les vulnérabilités sont déjà là. Quatrième étape. Les ruées bancaires commencent. Une fois que les gens voient le risque, ils essaient de retirer leur argent, et c'est rationnel. Dans un système de réserve fractionnaire, les banques ne gardent qu'environ 10% des dépôts en réserve. Le reste est prêté. Donc si tout le monde essaie de le retirer en même temps, la banque fait faillite. Dans les trois exemples, des ruées bancaires ont commencé ou étaient sur le point de commencer lorsque les gouvernements sont intervenus. Aux États-Unis, nous avons vu de nombreuses ruées en 2023. Silicon Valley Bank a connu 42 milliards de dollars de retrait en une journée avant que les régulateurs ne la ferment. L'infrastructure pour les ruées bancaires numériques, où vous pouvez déplacer de l'argent avec une application téléphonique, rend les ruées modernes plus rapides et plus mortelles que jamais. Cinquième étape, intervention gouvernementale. Le gouvernement intervient pour empêcher l'effondrement total. Mais l'intervention a un coût. Et ce coût est payé par les déposants. Chypre, bail-in, dépôt saisi. Grèce, contrôle de capitaux, argent piégé. Liban, gel informel, restrictions indéfinies. Aux États-Unis, que sera-ce? La loi autorise déjà les bail-ins. La section 206 de Dodd-Frank donne à la FDIC l'autorité de résoudre les banques défaillantes en convertissant les dépôts en capital. Votre argent liquide devient coincé dans une banque défaillante. La loi est dans les livres. Elle n'a juste pas encore été utilisée. Sixième étape, des années de douleur économique. Même après la crise immédiate, les dommages persistent. Chypre a mis des années à se rétablir. La Grèce traite toujours les conséquences. Le Liban est dans une crise humanitaire, parce qu'une fois que les gens perdent leur épargne, une fois que la confiance dans les banques est détruite, elle ne revient pas. Les gens thésaurisent l'argent liquide. Les entreprises ne peuvent pas obtenir de crédit. L'investissement s'arrête. L'économie stagne. Voilà le schéma. 6 étapes. Et les États-Unis ont complété les étapes 1 à 4. Nous sommes à l'étape 5. La prochaine crise bancaire se forme en ce moment même. Regardons les vulnérabilités spécifiques. Premièrement, pertes non réalisées dans les banques régionales. Lorsque la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de près de 0 à 5% en 2022 à 2023, les prix des obligations se sont effondrés. Les banques détiennent des billions en obligations. Et ces obligations valent maintenant bien moins que ce que les banques ont payé pour elles. Selon les règles comptables, les banques n'ont pas à reconnaître ces pertes tant qu'elles conservent les obligations jusqu'à l'échéance. Mais si les déposants retirent de l'argent, les banques doivent vendre des obligations pour obtenir des liquidités. Et quand elles vendent, elles réalisent les pertes. Et les pertes réduisent le capital. Réduisez-le suffisamment et la banque est insolvable. Silicon Valley Bank a fait faillite de cette façon. Elle avait 6 milliards de dollars en pertes non réalisées. Quand les déposants ont retiré, elle a dû vendre des obligations, réaliser les pertes, et boum, faillite. Il y a des dizaines de banques régionales dans la même situation. Deuxièmement, l'immobilier commercial. Les immeubles de bureaux valent 50% de moins qu'en 2019 à cause du télétravail. Mais les banques prêtent sur la base des évaluations de 2019. Il y a 3 billions de dollars en prêts immobiliers commerciaux détenus par les banques américaines.
Quand ces propriétés sont refinancées ou vendues aux valeurs actuelles, les banques subissent des pertes. New York Community Bank a failli faire faillite début 2024 à cause de l'exposition à l'immobilier commercial. Elle n'est pas seule. Troisièmement, l'assurance FDIC est une fiction. La FDIC a environ 125 milliards de dollars dans son fonds d'assurance. Le total des dépôts assurés aux États-Unis est d'environ 10 billions. C'est 25% de couverture. Si 2% des banques font faillite, le fonds est épuisé. Et il y a plus de 18 billions de dollars en dépôts totaux. La plupart de cela n'est pas assuré. Si vous avez plus de 250 000 dollars dans une banque, tout ce qui dépasse cette limite n'est pas couvert. Et même pour les montants inférieurs à 250 000 dollars, si suffisamment de banques font faillite simultanément, la FDIC n'a pas l'argent. Elle devrait emprunter au Trésor ou à la Fed, ce qui signifie imprimer de l'argent, ce qui signifie inflation. Soit vous perdez vos dépôts directement, soit vous les perdez par l'inflation. Choisissez votre poison. Quatrièmement, les ruées bancaires numériques sont imparables. Autrefois, une ruée bancaire prenait du temps. Vous deviez physiquement aller à la banque faire la queue. Il y avait des frictions. Aujourd'hui, vous pouvez retirer 50 000 dollars avec une application téléphonique en 30 secondes. Le transférer à une autre banque. Ou acheter du Bitcoin. Silicon Valley Bank a vu 42 milliards de dollars retirés en une journée. C'est 25% de leurs dépôts. Disparus en 24 heures. Aucune banque ne peut survivre à ça. Et une fois qu'une banque fait faillite, la panique se propage instantanément via les réseaux sociaux. Tout le monde essaie de retirer des banques similaires en même temps. C'est game over. Cinquièmement, la loi du bail-in existe. Dodd-Frank est claire. Dans une crise systémique, la FDIC peut résoudre les banques défaillantes par des bail-ins. Alors, que se passe-t-il ensuite? Imaginons le scénario. Nous sommes fin 2025 ou 2026. Une récession frappe. Le chômage augmente. Les défauts d'entreprises commencent. Les prêts immobiliers commerciaux commencent à faire défaut. Une grande banque régionale annonce des pertes massives. Les déposants paniquent. Ils commencent à retirer. La banque fait faillite. La FDIC la reprend. Mais la FDIC ne peut pas couvrir tous les dépôts. D'autres banques avec des expositions similaires connaissent des ruées. 3 banques de plus font faillite en une semaine. Le fonds FDIC est presque épuisé. Le marché boursier s'effondre de 20%. Les marchés du crédit gèlent. Le président déclare une urgence financière. Pendant le week-end, des contrôles de capitaux sont annoncés. Limite de retrait, 300 dollars par jour au distributeur. Limite de transfert. Vous ne pouvez pas déplacer plus de 10 000 dollars sans approbation. Les virements à l'étranger sont suspendus. Et la FDIC annonce que les dépôts dans les banques défaillantes supérieures à 250 000 dollars seront convertis en capital, bail-in. Vous aviez 500 000 dollars à la banque. 250 000 sont assurés. Les autres 250 000 deviennent des actions dans une banque qui vaut peu, être 20 cents par dollar. 3 fois. 3 pays. 3 moments où les déposants ont appris que leur argent à la banque n'est pas réellement leur argent. C'est un prêt non garanti à la banque. Et dans une crise, ce prêt peut être converti en capital ou gelé indéfiniment. Chypre nous a appris que les bail-ins sont légaux. La Grèce nous a appris que les contrôles de capitaux peuvent durer des années. Le Liban nous a appris que les banques peuvent simplement refuser de vous donner votre argent et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Et les États-Unis ont le cadre juridique pour les bail-ins et les contrôles de capitaux déjà en place. Les vulnérabilités sont extrêmes. Les avertissements sont partout. Et le schéma dit que ça arrive. Peut être avez-vous 6 mois. Peut être 1 an. Peut être 2. Mais les mathématiques disent que c'est inévitable. Alors, que faites-vous? Premièrement, comprenez que les dépôts bancaires ne sont pas de l'épargne. Ce sont des prêts à la banque. Des prêts non garantis. Si la banque fait faillite, vous êtes un créancier, pas un déposant. Et les créanciers subissent des pertes. Deuxièmement, ne gardez pas tout votre argent dans une seule banque. Ne gardez pas plus de 250 000 dollars dans une seule institution. Répartissez-le. Réduisez les points de défaillance uniques. Troisièmement,
Gardez des liquidités en dehors du système bancaire, de l'argent liquide physique. S'il y a des contrôles de capitaux ou des bail-ins, l'argent liquide en main est le seul argent auquel vous aurez accès. Quatrièmement, envisagez des actifs tangibles. Immobilier, or, des choses qui existent en dehors du système bancaire et qui ne peuvent pas être gelées ou faire l'objet d'un bail-in. Cinquièmement, ayez un plan. Sachez ce que vous ferez si des contrôles de capitaux sont annoncés, où vous déplacerez l'argent, ce que vous achèterez. Parce qu'une fois que ça commence, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Et sixièmement, comprenez que le gouvernement ne vous protégera pas. Il protégera le système. Il protégera les banques. Et si cela signifie prendre votre argent, il le fera. Chypre, la Grèce et le Liban l'ont prouvé. La loi aux États-Unis le permet. Et quand la crise viendra, cela arrivera. 3 fois en 12 ans, les gouvernements ont légalement pris l'argent des déposants. Chaque fois, les gens pensaient qu'ils étaient en sécurité. Chaque fois, ils pensaient que cela ne pouvait pas leur arriver. Chaque fois, ils avaient tort. Le schéma est clair. La loi est en place. Les vulnérabilités sont extrêmes et l'histoire nous a montré exactement ce qui se passe ensuite. La seule question est de savoir si vous le verrez venir avant que votre argent ne soit piégé. Si cela vous a ouvert les yeux sur ce qui arrive réellement, abonnez-vous. Parce que lorsque la prochaine crise bancaire frappera, lorsque votre argent sera gelé ou fera l'objet d'un bail-in, vous voudrez comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Les réponses ne se cachent pas dans le futur, elles sont écrites dans le passé, et je vous montrerai où les trouver.